Très chers amis, très chers internautes, vous qui nous suivez en direct à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour nous suivre à travers cette courte tranche que nous profitons avec l'éminent professeur M. Massamba Bilouka, qui est en tout cas en direct avec nous à travers les réseaux sociaux pour nous parler un peu de son livre qui vient de sortir, Impératif de la décolonisation impératif de la décolonisation économique mondiale. Il est en tout cas en direct avec nous sur notre chaîne. Il va nous en parler un peu en long et en large concernant ce livre qui va sortir très bientôt au niveau de Paris, le 14 juillet très prochain. Et il va en tout cas nous en parler aujourd'hui à travers cette courte tranche. Monsieur le professeur Massamba Bilouka, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur, bienvenue. Moi, c'est le professeur Jacques Massamba Bilouka. Oui, comment... Économiste appliquant formation. Oui. Je suis à votre disposition, quoi. Oui. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre temps que vous avez disposé, malgré vos multiples préoccupations. En tout cas, pour cette courte tranche qui ne va pas vraiment durer beaucoup de temps. En tout cas, vous venez de publier, en tout cas, Impératif de la décolonisation, Impératif de la décolonisation économique mondiale. Pouvez-vous nous en parler un peu plus concernant ce livre qui vient de sortir à point nommé? Pourquoi seulement maintenant? Bon, je suis vraiment très reconnaissant pour cette interview. Mais ce livre vient juste à point parce que c'est le moment qui est vraiment choquant de parler des réalités économiques. Oui. Qui se passe en ce moment. Nous sommes en pleine ébullition économique et nous parlons de la décolonisation parce que si vous voyez la réalité économique mondiale, il n'y a pas d'équilibre. Nous avons en présence 5 blocs continentaux. Oui. Et dans ces 5 blocs continentaux, vous allez voir que c'est à peine un demi d'un continent qui pèse sur les 4 autres. Si vous mettez le continent nord-américain qui est en train de coloniser le monde économiquement, oui, il pèse sur les 4 autres ennemis. Oui. Et économiquement parlant, le monde n'est pas en équilibre. Nous vivons en plein 21e siècle dans une colonisation économique que la plupart des gens voient, mais n'ont pas ce courage-là de les déclarer tout haut et de chercher des voies et moyens pour solutionner afin qu'il y ait équilibre économique mondial. Nous parlons de l'équilibre. Oui. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas équilibré économiquement parlant. Et si vous entrez en détail, vous allez voir que quand il y a une crise, vous allez lire dans mon livre que j'ai écrit, la plupart des grandes crises, en commençant par la grande crise de 1929, la grande crise économique mondiale que le monde ne peut jamais oublier, a commencé aux États-Unis d'Amérique. Et la deuxième crise économique mondiale, en 2008, a commencé encore une autre fois aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est comme si c'est... Donc c'est comme si c'est... Toutes ces histoires-là. Donc ce sont eux les... Ça commence... Oui, ce sont eux qui commencent un peu à créer des crises un peu partout pour essayer un peu de bouleverser les choses. Si on imagine bien par rapport à ce que vous venez de dire là. Bon, ce sont eux, parce que ce sont eux, d'une forme générale, ce sont eux qui contrôlent toutes les institutions financières mondiales. Oui. Et nous en dépendons. Pourquoi? Parce que nos économies ne sont pas compétitives. Et en chaque bloc continental, il n'y a pas une économie qui égale le niveau économique des États-Unis d'Amérique. À peine la Chine qui est en train de marquer un contre-coup sur ça. Maintenant,
Mais les autres blocs continentaux n'ont pas de temps, n'ont pas ce niveau-là. Ils sont toujours dépendants. Et c'est cette dépendance qui crée les déséquilibres. Une fois, imaginez-vous, la crise commence aux États-Unis d'Amérique. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Normalement, ça n'a rien à voir avec d'autres continents. Mais comme nous sommes dépendants d'eux, ils nous imposeront toujours cette crise-là. Et nous allons en souffrir. Nous allons en payer les prix. Et quand viendra la solution, il y aura une certaine stabilité, mais il n'y a pas de réciprocité en cela. Quand on parle de l'abondance aux États-Unis, quand on parle du boom économique aux États-Unis, il n'y a pas une réciprocité envers d'autres économies. Tu vois, quand il y a la crise, d'autres économies souffrent. Mais quand il y a le boom, d'autres économies n'en bénéficient pas. Et ça, c'est ça le déséquilibre qu'il y a là-dedans. Et nous devons chercher à créer un certain équilibre pour que quand il y a quelque chose qui ne va pas aux États-Unis et que ça ne puisse pas affecter tout le reste du continent, on doit essayer de bloquer ça. Ça ne marche pas aux États-Unis, mais les autres n'en souffrent pas. C'est ça vraiment. C'est ce que nous voulons. Notre objectif est l'équilibre économique mondial. Et parce que vous parlez au fait de déséquilibre économique mondial, au fait, pouvons-nous connaître les causes immédiates et les causes lointaines de ce déséquilibre économique mondial? Monsieur le professeur Massamba Biloka. D'une forme générale, nos économies sont extraverties. Oui. Si vous voyez, quand nous parlons de la colonisation, c'est un processus qui date de longtemps. Et la colonisation que nous souffrons aujourd'hui, colonisation économique. Et quand vous voyez tous les colons qui sont passés par différents continents, par différents pays, et surtout les pays sous-développés, ils ont créé leur chemin pour extraire et transporter facilement les matières premières. C'était ça leur objectif. Et les voies sont tracées dans ce sens-là pour faciliter l'exportation de ces matières premières. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Nous devons faire que chaque bloc continental ait une certaine indépendance économique. L'indépendance politique, nous en avons entre parenthèses. Mais l'indépendance économique, ça s'arrache. Et ça s'arrache à un grand prix, à un prix de grand effort. Oui. La conscience de l'homme doit intervenir. Parce que notre problème de colonisation, c'est d'abord le problème mental. Oui. C'est dans nos têtes. C'est dans nos têtes. Dès que nous tirons ça dans nos têtes et que nous travaillons durement, nous allons atteindre ce niveau-là. Et ce n'est pas impossible parce que nous avons le voisin moyen qui vont nous permettre d'atteindre ce niveau. Et c'est ça notre souci, c'est pourquoi nous avons écrit, j'ai écrit personnellement cet ouvrage-là. Parce que j'ai analysé tous les blocs économiques et toutes les économies mondiales. J'ai vu que nous sommes tous dépendants. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit d'autres continents, nous dépendons. Jusqu'à maintenant, nous dépendons que d'un seul continent. Le continent nord-américain, une partie bien sûr, nord-américain. Et nous devons faire un effort pour que nous puissions avoir au minimum pour moi, nous devons avoir au moins 3 blocs continentaux qui font l'équilibre avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quand quelque chose ne va pas aux États-Unis, ça n'aura pas un impact sur les restes des continents. Pire encore sur les pays dépendants, qui sont les pays les plus démunis du monde. Ne voyez-vous pas...
un citoyen vit avec 0,5 dollars par jour. Et c'est pas tout le monde qui... Ne voyez-vous pas qu'ils ont la prédominance, ils ont même la prédominance, les Américains, à travers toutes les économies du monde, parce que toutes les transactions se font en dollars, ne se font jamais en monnaie locale. C'est ce que moi je parlais, parce que quand je te dis que toutes les institutions financières sont verrouillées, l'élément fondamental c'est quoi? C'est les dollars, c'est les billets verts. Oui. C'est ça la clé pour des c'est le verrouillage. Les verrouillages, c'est à partir du dollar. Et comme nos économies sont dépendantes, nous produisons, mais nous n'arrivons pas à consommer. Nous n'avons pas le pouvoir de consommer ce que nous produisons. Nous sommes appelés à vendre. Et nous ne vendons pas à notre prix. On nous impose un prix parce que nous n'avons pas cette capacité-là de faire... de se mettre à table et de faire ce que nous pouvons dire les rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que non, nous n'avons pas ces conditions-là. Nous devons travailler pour arriver à ce stade-là. Et puis, nous allons nous mettre à table pour dire que ça. Et nous allons travailler en ces termes que les Chinois disent que nyaka. Oui. Et quelles sont les priorités auxquelles, en tout cas, le continent africain ou les Africains, en tout cas, doivent s'atteler à mener? Quelles sont, en tout cas, leurs priorités qu'ils doivent, en tout cas, s'atteler à vraiment à mettre en œuvre? Vous pouvez répéter un peu la question? Je dis par rapport à ce que vous venez de dire là. Quelles sont les priorités pour le continent africain pour arriver un peu à combler, en tout cas, les déficits de leur économie? Bon, il y a des conditions préalables à remplir là-dessus, pas seulement pour le continent africain, mais pour tous les autres blocs continentaux qui sont en jeu. Mais pour ce qui est du continent africain, je vais en appeler à la conscience de nos dirigeants. À la conscience de nos dirigeants, au respect des lois établies par les États et les organisations. Oui. Je vais aller vite en besogne pour lire un peu le paragraphe qui a retenu mon attention. Dans un paragraphe de votre livre, vous dites que il ne faut pas continuer à tromper le peuple avec des discours aberrants. Et pour accéder à la magistrature suprême, il faut définir certains critères. Il faut mettre fin à la prise du pouvoir par le hasard des armes à feu, mais des critères intellectuels, financiers et autres encore, et non particuliers au pouvoir, et non parachutés au pouvoir par les armes. Donc, la prise de conscience, comme vous venez de le rappeler, donc la prise de conscience des dirigeants des pays en voie de développement est très important. Ces derniers doivent tenir compte non seulement des questions, des résolutions des problèmes de leurs pays respectifs, mais aller encore plus loin pour être au rendez-vous du donner et du recevoir dans le concert des nations. Pour ce faire, il est d'une importance capitale de commencer tout d'abord par le respect de la constitution de leurs États respectifs. Pas question de changer les constitutions comme les membres du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Le respect doit être de rigueur. 2 mandats pour chaque individu au cas de sa réélection. Tout doit commencer par là. Qu'est-ce que vous voulez en tout cas nous dire par là, par ce paragraphe que je viens de lire là? Et ces paragraphes sont très fondamentaux. C'est pour dire que on doit mettre fin, comme je le disais tantôt là, à ce hasard-là. Parce que vous voyez, l'effort intellectuel, ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a des dirigeants qui sont venus par hasard, par le hasard des armes, ils se sont
ils se sont mis au pouvoir avec la bénédiction de soi-disant. Ça, je n'entre pas en détail. Mais ce que moi, je veux en revenir, c'est quoi? Bien que ces gens-là sont là, c'est pour un temps. Mais on doit en finir avec cet hasard-là. Parce que si nous voulons atteindre la maturité, si nous voulons être au concert des nations, nous devons avoir une certaine maturité politique et travailler durement pour avoir une certaine force, une certaine puissance économique. Et c'est aberrant de voir aujourd'hui des macaques, entre parenthèses, qui se font, qui se croient comme des petits dieux là, et permanents au pouvoir. Non, c'est pas normal. Mais comment voulez-vous que quelque chose qui est déjà programmé et publié, tout le monde est d'accord sur certaines choses, sur certaines lois. Mais vous voulez en faire quoi? Non, il faut s'en passer. C'est pourquoi il faut avoir des critères, même des critères intellectuels. Qui va aller comme candidat? Qui va diriger le pays? C'est pas un homme qui n'a pas étudié qui va aller prendre les... C'est pas un homme, non. Quand quelqu'un a un certain quotient intellectuel, en tout cas, il va s'en revenir à cette réalité. Et là-dessus, nous devons en mettre fin. On ne peut pas négocier quelque chose qui est déjà écrit. Voilà. Et comparativement aux États-Unis, les lois internationaux qui sont déjà des acquis, on doit seulement respecter et appliquer cela. Un point intrus. Il n'y aura pas de questions. Ok, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait non. Tu es là, mon frère. Si tu es là pour des mandats, tu fais tes deux mandats et tu pars. Et je n'ai pas dit en faisant les deux mandats, voulez piller les caisses de l'État, non. Parce qu'il y aura des commissions de suivi sur la gouvernance et on doit mettre les choses claires. Parce qu'on doit arrêter cette hémorragie. Si nous voulons grandir, si nous voulons croître, nous devons arrêter avec tout ce qui est négatif. Avoir une certaine maturité. Et là, au moins, on va atteindre un certain niveau économique. Et puis, on va évoluer et discuter pour qu'il y ait encore plus dans le bien-être de la population. Oui. Parce que vous dites dans votre livre, le respect des lois et accord entre les États aussi est très fondamental dans ce processus-là. Les États entre eux doivent respecter les accords internationaux passés entre eux pour faciliter leur intégration, tant au niveau des différentes organisations, entre autres la SADC, l'Union africaine, le CPGL et tant d'autres. Ces accords ne doivent pas rester comme des lettres mortes archivées dans les cabinets ministériels, mais cela doit être mis en application pour atteindre les objectifs assignés par ces différents membres. Cela facilitera la libre circulation des biens et des personnes, ainsi redynamiser les commerces régionaux comme c'est le cas avec l'Union européenne. Là, vous venez de donner l'exemple de l'Union européenne. Mais vous voyez, si on fait le parallélisme, vous voyez comment, au niveau de l'Union européenne, si on dit les États de l'Union européenne, par exemple la France, la Belgique, l'Allemagne, vous voyez un peu la stabilité qu'ils ont. Parce qu'eux, ils savent comment déjà négocier celui qui viendra après. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas là seulement pour le pouvoir. Ils sont là, c'est pour la population. Vous voyez? C'est la population qui va les élire, mais ils sont là pour travailler pour la population. Je vais vous donner l'exemple de la France. François Hollande, trouvant qu'il ne pouvait plus continuer, il a démissionné. Il a appelé à des élections anticipées. Et pourquoi ce n'est pas le cas dans le continent africain pour certains États? C'est ça le grand problème avec l'Afrique. C'est pas seulement l'Afrique, bon, l'autre continent aussi. On est en Asie, aujourd'hui encore, il y a des États qui sont considérés comme des royaumes par-ci par-là, en plein 21e siècle. Et ça, c'est un scandale. Et moi, j'en appelle à la conscience des dirigeants, à tous les blocs continentaux,
de respecter ce qui est stipulé par la constitution de leurs États et aussi envers les organisations internationales. C'est très important, c'est très capital. C'est très capital. Si nous voulons atteindre ces niveaux de compétitivité, nous devons en tout cas respecter ce que nous avons conclu. Et comment vous voyez en tout cas la politique économique du continent africain tout entier dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui viennent? Comment vous entrevoyez ça? La perspective de l'Afrique dans 5, dans 10 ans est encore négative. Pourquoi? Parce qu'il y a je l'ai dit d'ailleurs dans le livre, il y a des dirigeants ambitieux qui viennent avec des politiques, avec des arguments pour continuer à tromper la population et gagner leur confiance pour remplir leur ventre après avoir été élus. Oui. Il n'y a pas une certaine perspective. Ça, je te l'ai dit. Je vous l'ai dit, allez. Oui. Je te l'ai dit, dans 5 ans, je ne vois pas. Dans 10 ans, peut-être s'il y a changement de mentalité et s'il y a applicabilité avec ce que nous avons écrit, si on nous entendait au moins, il y aura des changements. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez-vous, nous sommes en plein 21e siècle. Oui. Mais vous avez des dirigeants qui vous disent, tant africains comme d'autres continents aussi, ils sont dans le même train, et vous disent que non, d'ici 5 ans, nous allons atteindre l'émergence. Ils n'attendent pas qu'est-ce que c'est que l'émergence. Mais ils sont là en train de dire, non, nous allons atteindre l'émergence. Mais qu'est-ce que vous entendez par l'émergence? Si vous n'avez pas encore atteint une certaine stabilité économique pour vos pays, comment vous allez atteindre l'émergence? Non, ce ne sont que des slogans creux. La première, ce sont des slogans pour tromper le peuple. La première des choses, c'est avoir une certaine stabilité économique. Et quand il y a la stabilité économique, nous allons entrer dans cette phase que nous appelons la croissance économique. Et la croissance économique, ça ne se fait pas avec des slogans. Quand il y a croissance, il y a augmentation de la production des biens et services dans une économie, mais il faut qu'il y ait aussi une certaine réalité sociale, c'est-à-dire que le social aussi doit sentir que si nous avons atteint la croissance. Voilà. C'est-à-dire quoi? Le panier de la ménagère doit avoir que oui, il y a évolution. Du côté éducation, du côté santé et environnement, il faut qu'il y ait changement. Et ces changements-là, ce ne sont pas des slogans, c'est le peuple lui-même qui va dire que oui, en tout cas ici, je vois qu'il y a changement. Et changement comment? Quand je pars à l'hôpital, je vois que les soins que j'ai bénéficiés ont amélioré. Quand je vois que, en tout cas, l'éducation a évolué, c'est ça l'accompagnement social du point de vue croissance économique. Il y a l'augmentation de la production, il y a l'augmentation des biens et services, et aussi il y a les sociales. L'individu doit sentir un changement dans ce qu'il vivait, c'est-à-dire il sort d'un état par l'autre état. Il sent que oui, il y a évolution. Il y a évolution. C'est seulement après la croissance économique que nous pouvons parler d'un autre concept qui est le développement. Parce que après la croissance, il y a d'abord la stabilité. Et puis vient la croissance, et puis nous entrons dans les niveaux de développement. Oui. Et quand il y a des développements, là, maintenant, je crois que là, on peut parler des choses sérieuses. Mais ces gens, ils sont en train de tromper le peuple avec des slogans inutiles là. Vous avez la stabilité, vous avez la croissance, vous avez l'émergence et puis vous avez le développement.
Donc, il y a la stabilité, il y a la croissance, il y a l'émergence. Et puis, il y a le développement. Vous avez ça. Mais comment vous sautez directement pour dire au peuple non, on va atteindre avec des slogans. Mais parler, c'est facile, mais faire les choses, c'est difficile. C'est difficile, oui, oui. Parler, c'est facile. Mais concrétiser ce qu'on a dit, c'est difficile. C'est difficile, voilà. C'est pourquoi moi, je prends tous ces dirigeants des menteurs. Je ne vais pas citer le nom, mais je les prends. Un dirigeant qui dit que mon pays dans 5 ans, au niveau de l'Afrique, ou bien d'autres blocs continentaux, mon pays dans 5 ans, va entrer dans l'émergence. Ça, c'est pour tromper le peuple, pour qu'il soit réélu. Tu vois. C'est pourquoi j'insiste là-dessus que ce livre vient même à point parce que le peuple doit prendre conscience en les lisant que nous devons changer de mentalité. Et qui est-ce que nous pouvons mettre comme dirigeant? Ce n'est pas en écoutant des slogans vains comme ça et vous nommez quelqu'un comme soit déjà dirigeant. Non, ça ne colle pas. Ça colle pas. Et ça, j'insiste là-dessus. Nous devons avoir la maturité. Et la maturité, on doit écarter certains éléments distracteurs dans ça. Oui, oui. C'est ça. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Nous allons vraiment poursuivre notre brève interview à travers une autre question. Alors, le livre, est-il déjà disponible pour, en tout cas, nos chers internautes qui nous suivent actuellement? Est-il déjà disponible ou, en tout cas, ils doivent s'attendre à ce que vous puissiez, en tout cas, les notifier pour la publication officielle? Le livre sera disponible dans 2 semaines. Oui. Ça, ils ont déjà une garantie. Oui. Et avec la maison d'édition, on y travaille là-dessus. Oui. Dans 2 semaines. Oui. Ils auront des contacts à partir de Bruxelles, à partir de Londres, en online. Oui. En online et en physique par les différents librairies. Ils en auront. D'accord. S'ils passent la commande, ils en auront. À un prix vraiment favorable. Mais notre souci est qui est vraiment... À un prix économique, on dirait. C'est un prix plus économique. Je ne dirais pas économique, mais je dirais plus économique. Voilà. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Mais notre souci, ce n'est pas seulement la question des prix. Notre souci est qu'il y ait une grande adhérence. C'est-à-dire que beaucoup de gens puissent bénéficier de cette information parce que nous devons divulguer cette information pour qu'il y ait changement. Et ce changement est très fondamental. Oui. Ce changement est très fondamental. Imaginez-vous, nous sommes dans un univers de 7 milliards d'individus au niveau mondial, à plus ou moins. Et pour moi, en tout cas, je lance cet appel au moins à 30% de cette population mondiale. Si au moins 30% de cette population mondiale arrivait à avoir cette information, en tout cas, à ça, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Parce que je sais que quand ils auront cette information, en tout cas, un changement radical. Et c'est ce changement qui va nous rapporter l'équilibre que nous recherchons. Quand on aura l'équilibre économique mondial, en tout cas, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça, je vous le garantis. C'est pourquoi je recommande à tout le monde de courir vite pour acheter ces livres. Petit soit-il, mais très significatif pour le futur de nos nations. Voilà, je ne sais pas si, parce qu'on va vraiment, on chute vers la fin de cette courte interview que j'ai eue avec vous, mais je ne sais pas s'il y a un message vraiment
que vous pouvez passer à la communauté congolaise de partout le monde, où qu'ils vous suivent, à la langue, en tout cas à la langue véhiculaire qui est le lingala, pour essayer un peu de bien passer le message, pour que les gens puissent cerner le message que vous passez actuellement? Bon, je crois que je vais laisser cette opportunité de votre part de le faire, mais moi, en tout cas, de ma part, j'ai passé le message. Oui, oui. Et le message que je viens de passer là, c'est dans le sens de... Je ne vise pas seulement une certaine communauté, non. Oui, Je vise vraiment un pourcentage du bloc continental. oui, oui. Du bloc continental, pardon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Je vous laisse ce privilège-là de passer cette information. Mais mon souci à moi, en ce moment, c'est de passer les messages, en tout cas dans les langues internationales, qui est le français, international alliage, le français, il y a l'anglais, et il y a les quoi encore? Les portugais? Il y a le français, il y a le portugais peut-être. C'est dans le... dans le sens un peu global que je passe les messages. Aujourd'hui, je l'ai fait maintenant là en français. Demain, je crois que si vous me donnez encore cette opportunité, je vais le faire en anglais. Et dans ces soucis-là, nous avons aussi les soucis de faire la traduction, c'est-à-dire que les amis qui veulent avoir accès à ces livres en anglais, ils peuvent toujours nous contacter, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. On va créer des moyens pour passer l'information. C'est ça notre objectif. Nous devons passer l'information tout à fait. À un maximum de gens. Maximum de gens. Au niveau mondial. Oui, oui, tout à fait. C'est pour dire quoi? Nous éveillons la conscience de la population mondiale pour ce qui est fondamental. Parce que dès qu'il y aura équilibre, il y aura une certaine stabilité générale pour tout le monde. Et nous voulons ça. Nous voulons ça. Aujourd'hui, vous avez des conséquences. Peut-être qu'on aura à en parler encore dans d'autres chapitres. On laisse d'abord les gens commencer à nous lire. Mais dans d'autres chapitres, quand on va commenter cela, il y a des conséquences. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre ces conséquences-là, avec des flux de migrants. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Au niveau de la crise, ce sont des conséquences. La crise migratoire, la crise migratoire est devenue mondialisée. Oui. On en a parlé, j'en ai parlé. Oui. Ce sont des conséquences de non-rétroactivité des pays qui ont colonisé. Qui ont pillé les richesses du continent africain pour les ramener ailleurs. Il n'y avait pas eu rétroactivité. Maintenant, c'est quoi? C'est ça, ce sont des conséquences qu'ils doivent assumer. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait conséquences. Nous recherchons les voies et moyens pour solutionner définitivement. Et nous sommes disponibles. Et en passant, je passe aussi les messages que nous sommes disponibles pour toutes les questions économiques, nationales et internationales. Parce qu'en tant qu'économiste appliquant, je suis consultant permanent pour toute organisation, pour tout pays qui va avoir des détails sur une certaine contribution pour qu'il y ait une stabilité économique. Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Je crois que prochainement, je vais passer les messages pour que je puisse lancer aussi des contacts via WhatsApp ou via réseaux sociaux, contacts téléphoniques, email. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Nous sommes disponibles. On peut travailler avec des organisations internationales. On peut travailler avec des pays qui cherchent une certaine stabilité économique. On peut encadrer cela. Il n'y a pas de problème. Ils auront nos contacts et on va travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. En tout cas, monsieur le professeur Massamba Jacques Biloka, je vous remercie et je suis infiniment reconnaissant
pour le temps que vous avez disposé pour essayer un peu de passer avec nous cette interview. Je crois que nous allons vous retrouver dans les tout prochains jours pour d'autres programmes encore. Et comme vous l'avez réclamé à travers d'autres langues encore pour que le message puisse être bien véhiculé à travers ce livre que je recommande à tout un chacun de nous, Impérative de la décolonisation économique mondiale. Monsieur le professeur, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.